Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire pratique dédié à la catégorie Grand Projet pour notre troisième jour du Place Marketing Forum. Alors, dans cette catégorie Grand Projet, avec le comité d'experts de la chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial, cette année, nous avons récompensé le cas de la Cité Fertile sur le territoire de Pantin, en région parisienne. Et nous avons sélectionné ce cas, qui est un projet de réhabilitation sur une ancienne gare SNCF de marchandises. Et c'est un tiers-lieu que l'on a récompensé pour sa capacité à produire des innovations sociales, sa capacité à tenir compte des enjeux environnementaux et finalement sa capacité sur un territoire à nous proposer un nouveau modèle de développement qui soit plus inclusif et finalement économique, environnemental, social et solidaire. Je vous propose d'abord de visionner la vidéo qui nous a été produite par l'équipe de Signes Locaux qui s'occupe et qui gère ce tiers-lieu de la Cité Fertile. À l'issue de cette vidéo, j'aurai le plaisir d'accueillir nos experts pour débriefer tous ensemble de cette pratique de tiers-lieu. Je vous souhaite un bon visionnage. La Cité Fertile est un tiers-lieu dans 93 en Seine-Saint-Denis pour explorer la ville durable sur 1 hectare. À l'origine, c'est un terrain abandonné, c'est une ancienne gare de marchandises SNCF. C'est 1 hectare, 6500 m² d'espace végétalisé en extérieur, 3500 m² de couvert, qui regroupe à la fois une brasserie artisanale, un incubateur, des écuries, une menuiserie, 2 grandes halles pour accueillir des événements autour de l'économie environnementale, sociale et solidaire, un grand préau, un restaurant et des bars. La Cité Fertile intègre d'abord vraiment une notion de préfiguration du futur écoquartier de la ville de Pantin au sein des 4 chemins. La deuxième chose, c'est comment est-ce que nous pouvons intégrer dans un espace urbain contraint la protection de l'environnement comme valeur fondamentale. Troisième élément, c'est comment est-ce que l'on peut passer de la dimension de quartier, d'implication sur un quartier, à l'échelle d'un territoire, permettant à la fois d'accueillir de gros événements, tels que la Convention nationale des tiers-lieux en juin dernier, ou dernièrement, faire classe pour un certain nombre d'élèves en position de difficulté pendant le Covid. Là, on a pu mettre à disposition un certain nombre de classes pour qu'ils puissent suivre des cours. Notre première mission, c'est s'adresser au plus grand nombre, toute génération confondue, toute origine sociale confondue, que ce soit des personnes, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises. C'est créer les conditions optimum pour que chacun ait véritablement voix au chapitre à l'intérieur de la Cité Fertile. Notre deuxième objectif, créer des rencontres. C'est l'une des missions principales de Signes Locaux dans le cadre de la création des tiers-lieux. Véritablement proposer une programmation sur une thématique qui nous est importante, qui va pouvoir balayer un certain nombre d'événements, de schémas, pour répondre aux attentes des différents publics qui sont sur le territoire, nous permettant d'être très local sur certains contenus et d'attirer véritablement au national sur d'autres contenus. Notre troisième objectif, inspirer et diffuser notre vision du monde. Nous nous sommes appuyés sur une rénovation plutôt qu'une construction. Nous nous sommes appuyés sur des principes d'économie. Par exemple, nous économisons l'eau en installant des toilettes sèches plutôt que des toilettes traditionnelles. Au bas mot, ça permet d'économiser 5 millions de litres d'eau sur les 4 années à venir. Planter, végétaliser, fertiliser, on se rend compte que ce sont des mots véritablement qui résonnent dans l'esprit de ceux qui pratiquent la Cité Fertile. Notre quatrième objectif, former et transmettre. Le premier, former, nous avons l'école des tiers-lieux qui, au travers d'une formation de 40 heures, accueille les futurs exploitants de tiers-lieux.
Et nous avons aussi l'incubateur. Nous incubons durant 6 mois une quinzaine de futurs tiers-lieux sur différents territoires, tels que des territoires urbains, périurbains ou ruraux. On a aussi un module d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui accompagne des communes, des promoteurs, des entreprises ou des porteurs de projets pour créer leur tiers-lieu sur leur territoire. Notre premier partenaire, puisque c'est celui qui est à l'origine de l'inspiration, c'est la SNCF, avec SNCF Immobilier qui a lancé son AMI en 2017. Notre deuxième partenaire essentiel, ce sont les O'Sullivans, qui sont le partenaire financier, avec Panam Brewing Company, qui distille et qui fabrique et qui brasse sur place de la bière. Notre troisième partenaire très important est BNP Paribas, qui est d'abord le premier employeur sur le département de Seine-Saint-Denis 93, et c'est la direction de l'engagement qui accompagne le projet de la Cité Fertile. Notre quatrième partenaire, c'est INCO, avec l'incubateur INCOPLEX 93, qui accueille des startups à impact. Le cinquième partenaire, c'est véritablement la ville. La ville de Pantin est notre partenaire presque privilégié, puisque pour toute émergence de tiers-lieu, quelle que soit sa taille, quelle que soit son ambition, il faut véritablement que le soutien de la ville soit sensible. Ça permet d'aller plus vite, plus loin. Aujourd'hui, le tiers-lieu, par sa définition, donc, n'est pas votre lieu d'habitation, n'est pas votre lieu de travail, c'est ce troisième lieu, cette destination choisie. La deuxième définition qui est collée à la première, c'est véritablement cette superposition d'usages qui crée des frictions entre les différentes personnes qui viennent pour des usages différents au sein de ce même lieu, crée des rencontres. Le tiers-lieu culturel n'est pas un espace culturel tel que communément acquis au sein des aménagements urbains actuellement. Ce n'est pas forcément un théâtre, ce n'est pas forcément une programmation artistique, c'est une programmation culturelle. Nous considérons que l'artistique fait partie du culturel et que le culturel ne se restreint pas à l'artistique. Ce qui nous permet de voir véritablement venir dans ces lieux des personnes qui habituellement ne viendraient pas ou ne sont pas coutumiers du fait d'aller dans des lieux dont l'identité, d'une certaine manière, n'est pas claire. Mais en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est que ce ne sont pas des lieux brandés avec une spécificité, ce sont des lieux pluriels qui permettent de réunir des personnes extrêmement différentes, d'horizons différents, et qui vont mieux s'impliquer sur leur quartier, mieux se rencontrer dans leur disparité, et faire en sorte de faire émerger une véritable volonté de vivre ensemble. À l'heure où nous sortons d'une période un peu complexe suite au confinement, parce que nous soyons tous un peu réservés chez nous, nous sommes rendus compte que l'une des choses essentielles qui nous manquait, c'était le lien social, c'était notre capacité à faire pour les autres, c'était notre capacité à partager. Nous avons de plus en plus de communes qui sont très sensibles à l'arrivée de tiers-lieux sur leur territoire. C'est parce que aussi ils répondent à cette capacité à s'intéresser à tous. Donc l'environnement est la pièce principale de nos tiers-lieux culturels, par l'impact environnemental que va avoir le lieu, qui doit faire école, qui doit véritablement séduire ceux qui viennent de façon à ce qu'ils l'appliquent eux-mêmes chez eux. La deuxième chose repose beaucoup sur le modèle économique. Le modèle économique qui consiste à faire supporter un certain nombre des charges fixes par l'ensemble des protagonistes du tiers-lieu, mais de façon à ce que l'essentiel, la programmation, le contenu, la thématique qui va être proposée à l'ensemble des publics puisse se faire de façon quasi gratuite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée au sein du tiers-lieu. Et la troisième, c'est vraiment ce millefeuille de programmation, de thématiques, de contenu au sein d'un même lieu. Alors les chiffres clés, d'abord c'est 10 000 m². Ensuite c'est à peu près un peu moins de 2 millions d'euros d'investissement.
répartis entre 50% de fonds propres et 50% d'emprunts. Ce sont plus d'une quarantaine d'emplois créés en direct. C'est 24 mois de préfiguration pour 48 mois d'exploitation. C'est 250 essences de plantes sur le site, proposant une biodiversité qui, en l'espace de 2 ans, a totalement explosé. La Cité Fertile est une extraordinaire vitrine, une vitrine à la fois de notre savoir-faire, mais de façon beaucoup plus intéressante, une vitrine de l'attractivité que cela génère. On le voit de la part des communes, on le voit de la part des entreprises, qui sont de plus en plus focalisées sur la Cité Fertile pour le thème de l'économie environnementale, sociale et solidaire. En termes de duplication, la Cité Fertile accueille de plus en plus de demandes qui émanent de collectivités ou de promoteurs, et nous leur répondons grâce au bureau d'études et de développement, mais aussi avec la formation, avec l'incubateur et l'école des tiers-lieux. Il y a 2 principaux freins que sont à la fois le temps d'existence de la Cité Fertile sur son territoire et sur 7 hectares, 4 ans au regard des 2 millions d'euros d'investissement, enfin 1,8 million, 2 millions, c'est beaucoup trop court. C'est quand on arrive sur un territoire qui n'a pas l'habitude d'avoir ce type de tiers-lieu culturel, on est souvent confronté à une complexité, une incompréhension de la part des services administratifs pour faciliter l'émergence du lieu. Donc il y a un besoin d'acculturation au travers du tiers-lieu sur ces communes qui vont en recevoir. Sa taille lui permet à la fois de répondre à un besoin un peu innovant, un peu plutôt nouveau pour les populations qui sont autour de la Cité Fertile. Ça répond aux besoins de ces populations. Mais du fait de sa grande taille, son rayonnement lui permet de voir beaucoup plus large et d'être vu depuis beaucoup plus loin. Le deuxième élément, le deuxième facteur de réussite est essentiellement du fait de sa programmation, en fait un lieu singulier et qui n'est pas standardisable. Donc on peut même imaginer au sein de Pantin un certain nombre de tiers-lieux comme ça, mais au sein de n'importe quelle commune ou ville. Chaque ville n'a pas besoin d'un tiers-lieu, elle a besoin d'autant de tiers-lieux qu'il y a d'aspirations singulières et innovantes. Merci au Place Marketing Forum de nous avoir décerné ce Award du Grand Projet 2020. C'était d'autant plus important pour nous que le projet l'an dernier, avec ce grand projet de construction, est largement différent par rapport à celui de la Cité Fertile. Ça marque véritablement un tournant, très certainement, sur les nouveaux types d'aménagements qui sont envisageables à l'avenir. On sera peut-être un peu moins constructeur et on sera peut-être de plus en plus sur la rénovation et la prise en compte d'éléments aussi importants que l'environnement, la biodiversité et l'écologie. Alors, sans plus attendre, pour débriefer du cas de la Cité Fertile, discuter de ses critères de performance, d'innovation, des défis et des difficultés aussi que pose la création et le management d'un tiers-lieu, j'ai le plaisir d'accueillir notre panel d'experts. D'abord composé par notre expert animateur Charlie Barla, qui est directeur de la Cité de l'innovation et du savoir d'Aix-Marseille. Bonjour Charlie. Bonjour à toutes et à tous. Plaisir d'accueillir Raphaël Besson, qui est directeur et chercheur du laboratoire franco-espagnol Ville Innovation, spécialiste et expert du sujet. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Marie Floquet, qui est directrice de la stratégie impact social et environnemental de l'agence d'ingénierie culturelle Simineco. Bonjour Marie, bonjour Raphaël. Et enfin, nous avons Rémi Sellier, qui est responsable du développement de France Tiers-Lieux. Charlie, je te laisse la parole et je vous souhaite tous un bon webinaire. Merci beaucoup Sarah, merci à l'ensemble de l'équipe organisatrice de nous permettre de pouvoir avoir ces échanges
malgré la période actuelle que nous traversons tous. Dans un premier temps, ce qui m'intéresserait de savoir, Marie, c'est un petit peu comment sont gérés l'aspect temporaire de la cité fertile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cela, s'il vous plaît? Alors, la cité fertile, comme vous l'avez entendu dans la présentation, est un tiers-lieu transitoire. C'est la SNCF Immobilier qui a lancé cet appel à projet en 2016 pour occuper une partie d'un terrain qui est destiné à la construction d'un futur écoquartier. Le terrain fait à peu près 20 hectares et nous opérons sur 1 hectare. Et nous avons donc un bail jusqu'à fin octobre 2022 qui devait commencer en 2018 et puis il y a eu quelques retards liés aux acceptations des commissions d'ouverture au public. Et voilà. Et donc nous avons à peu près 4 ans, un peu moins de 4 ans aujourd'hui, pour faire nos preuves, pour faire la preuve de ce qu'expliquait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire une transformation culturelle vers plus d'écologie, une priorité à l'environnement, et puis préfigurer le futur écoquartier de Pantin en proposant effectivement des formats, des structures peut-être qui pourront s'implanter à l'avenir. Merci. Pour poursuivre, est-ce que vous pourriez nous spécifier un petit peu quels sont les liens avec les acteurs publics locaux dans le cadre du projet de la Cité Fertile? Alors aujourd'hui, Stéphane mentionnait la ville de Pantin comme un partenaire essentiel. C'est plutôt un partenaire, on va dire, de travail et opérationnel, mais sur nos liens même capitalistique ou économique, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que la Cité Fertile est une entreprise privée, une SAS, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie environnementale, sociale et solidaire, comme nous on aime à le rappeler. Et nos partenaires sont ceux qui ont été évoqués dans la vidéo. Le lien, en fait, avec la ville, c'est cette compréhension de la mission de chacun, cette intégration dans la proposition de la Cité Fertile d'une mission d'intérêt général qui doit être présentée, expliquée aussi au service de la ville qui parfois, comme l'a expliqué Stéphane, peuvent avoir des difficultés à comprendre comment un tiers-lieu, c'est une entreprise privée, peut aussi s'occuper d'avoir une mission d'intérêt général à travers les activités gratuites qu'il propose au public. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait tout doucement, je veux dire, avec le fil du temps, en apprenant à se connaître, en invitant tout simplement les opérateurs publics dans ce lieu à en disposer et à proposer aussi des choses. Donc on a des gros chantiers avec notamment la maison de quartier des 4 chemins qui centralise toute l'activité associative et qui permet, en fonction de nos espaces, d'accueillir un certain nombre de services ou d'animations, d'ateliers qui ne peuvent pas se faire dans d'autres lieux, par exemple à Pantin. Très bien, je vous remercie. Dernière petite question, les tiers-lieux, ce sont des lieux assez innovants et donc est-ce que ça nécessite des compétences particulières pour justement construire ces tiers-lieux, construire le business model, animer ces tiers-lieux? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet, s'il vous plaît? Alors, moi, j'aimerais donner la définition du caractère innovant des tiers-lieux qu'on applique pour Sinuco. Nous, on voit l'innovation sur 2 axes. D'une part, c'est le modèle économique. On est donc une entreprise de l'économie environnementale, sociale et solidaire, c'est-à-dire des entreprises dont la rentabilité est plafonnée limitée. Il y a des règles de gouvernance également qui font que les écarts de salaire sont aussi réglementés. Et il y a cet aspect de mission d'intérêt général qui est important dans les actions en fait de notre mission d'entreprise. Donc ça, l'innovation pour nous, on la voit de ce point de vue-là, c'est-à-dire comment aujourd'hui imaginer une économie soutenable, c'est-à-dire une économie qui fonctionne, qui est rentable, mais qui est utile à la société. Et l'autre axe d'innovation, c'est celui que nous, on oppose par notre savoir-faire, mais qui n'est pas une opposition idéologique, mais c'est notre savoir-faire, c'est celui de l'expérience du vivre ensemble, de la création de lien social. Et donc, nous, on considère que l'innovation qu'on apporte aujourd'hui, c'est la capacité à créer des rencontres, à faire en sorte que les gens se rencontrent vraiment dans la vie et des échanges. Et ça, c'est un constat qui est renforcé avec la dématérialisation de nos échanges depuis une vingtaine d'années, qui fait que, bien sûr, il y a une nécessité aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, d'être plus proches les uns des autres. Et c'est cette innovation-là qu'on essaye, entre guillemets, de développer. Donc, en termes de compétences, pour répondre à votre question,
je dirais que notre compétence, elle est assez empirique, c'est-à-dire que c'est l'expérience de 25 ans de savoir-faire d'une équipe qui a monté les premiers tiers-lieux, des premiers espaces pluridisciplinaires qui se sont en fait, que désormais nous appelons tiers-lieux, et qui font que nous, on a une expérience qu'on peut aujourd'hui revendiquer, déployer. Et je pense que nos autres interlocuteurs du débat pourront dire qu'en fait, il n'y a pas un type d'expérience ou d'expertise unique au sujet du tiers-lieu, puisqu'il y a une telle variété et diversité de tiers-lieux que c'est difficile de se poser là devant une seule tête. Très bien, je vous remercie beaucoup. Rémi Cellier, quelques petites questions pour vous. Vous travaillez donc chez France Tiers-Lieux. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu quels sont les aspects des politiques publiques vis-à-vis de ces tiers-lieux aujourd'hui? Oui. Alors, je vais essayer d'être assez court, mais je ne le promets pas. Donc, mais Charlie a promis qu'il m'arrêterait si j'étais emporté par mon élan. Je vous mets le lien, ça doit être le bon lien, du dossier de presse qui fait un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis un an de soutien pour les tiers-lieux. En fait, je me présente, donc Rémi Cellier, je suis responsable développement de France Tiers-Lieux. Précédemment, moi, je travaillais au Commissariat général à l'égalité des territoires sur les questions d'innovation sociale et le lien entre innovation sociale et innovation publique. Et en fait, j'ai été amené à travailler sur la mission coworking, qui était une mission confiée par Julien Denormandie, donc ministre chargé de la cohésion des territoires, auprès de Jacqueline Gouraud, qui a confié une mission à Patrick Lévivette, président de la Fondation Travail Autrement, sur le coworking au départ. Bon, je vais vous passer les détails, mais très vite, en fait, la question, c'était comment on développe le coworking en dehors des métropoles. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on observait en dehors des métropoles, dans les territoires ruraux ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'était des espaces hybrides, ce qu'on a appelé, ou ce que les gens appelaient en fait des tiers-lieux. Et qu'en fait, on voyait beaucoup moins de coworking, d'espaces de travail juste partagés, mais beaucoup plus d'espaces de coworking, mais partagés avec un café associatif, un espace culturel, des missions d'inclusion numérique, un lieu ouvert, en fait, où les citoyens viennent s'impliquer et faire des choses. Et en fait, c'est ce type de lieu qu'on a observé tout au long de la mission. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que ces tiers-lieux avaient un véritable potentiel de redynamisation des territoires et qu'il y avait déjà eu énormément de tiers-lieux qui s'étaient développés en France. En fait, on a recensé, en faisant le tour de France un peu de ces tiers-lieux, de ces régions, 1800 tiers-lieux en France, dont déjà entre 600 et 800, j'ai un léger écho, mais entre 600 et 800 en dehors des métropoles. Et on s'est dit, il y a un vrai intérêt de ces tiers-lieux. Ces tiers-lieux recréent de la dynamique dans les territoires, ils recréent de l'activité, ils réussissent à tisser du lien social, ils favorisent le réemploi par l'implication de citoyens dans de la réparation, par exemple à travers des formes de repair café qui se développent dans ces tiers-lieux. Donc en fait, les tiers-lieux répondent aux enjeux de transition écologique, solidaire et numérique, on pourrait dire, qui se posent aujourd'hui. Comment on développe ces tiers-lieux en dehors des métropoles? C'est un peu la question qu'on s'est posée. Bon, je vous passe les détails de la mission coworking pour aller assez vite, mais de ce rapport sur les tiers-lieux qui est sorti en septembre 2018 est née une politique publique, entre guillemets. Je dirais plutôt qu'une politique publique, en fait, je dirais un programme national, mais coporté avec les acteurs des tiers-lieux. Et c'est ça aussi qui, je pense, est un peu nouveau dans la méthode de soutien aux tiers-lieux et de soutien de cette dynamique. En fait, il faut voir les tiers-lieux un peu comme un mouvement, parce qu'il y a beaucoup de liens entre les tiers-lieux, ils fonctionnent en réseau, en fait, et les réseaux de tiers-lieux ont énormément de valeur. Et donc, a été lancé en juin 2019 le programme national de soutien aux tiers-lieux, qui vise à soutenir le développement des tiers-lieux en France, à la fois leur émergence, mais aussi à la fois le développement des tiers-lieux existants, leur changement d'échelle, leur essaimage. Et donc, pour aller vite sur cette politique publique, sur ce programme, disons, il se décompose en 3 briques. Un conseil national des tiers-lieux, qui vise à donner la parole aux praticiens des tiers-lieux, à ceux qui, depuis 10 ans, font les tiers-lieux et ont fait émerger, en fait, ces savoir-faire, ces compétences dont vous ont parlé Marie et Stéphane dans la vidéo. En fait, ces compétences, ces savoir-faire, ces modes de faire propres aux tiers-lieux et aux pionniers des tiers-lieux. Donc, donner la parole aux acteurs des tiers-lieux et via ce Conseil national des tiers-lieux, qui est une sorte de parlement des tiers-lieux,
pour faire remonter leurs besoins et débloquer les problématiques des tiers-lieux, faciliter leur développement. Donc un Conseil national des tiers-lieux, une politique publique portée par l'Agence nationale de cohésion des territoires, avec l'AMI Fabrique de territoire, qui vise à soutenir 300 tiers-lieux structurants, 300 fabriques de territoire, qui sont des lieux ressources qui permettront en fait de rayonner à l'échelle de leur zone d'emploi et donc d'accompagner de plus petits tiers-lieux. Et ça, c'est assez central pour penser les tiers-lieux. On a souhaité en fait s'appuyer sur les tiers-lieux pour développer les tiers-lieux. On s'est dit qu'en fait, il y avait besoin de partager cette ingénierie, ces savoir-faire, et donc il fallait s'appuyer sur l'existant, accompagner le développement de l'existant, plutôt qu'essayer d'implanter des espaces un peu partout. En fait, on a voulu voir les tiers-lieux non comme des espaces industrialisables ou qu'on pourrait mettre un peu partout en simplement disant le nom de tiers-lieux, mais plutôt comme des dynamiques déjà existantes qui ont émergé en fait du bas, dans une logique un peu bottom-up, portée par des collectifs de citoyens très souvent, ou des communautés en tout cas d'acteurs territoriaux. Et donc on a voulu accompagner l'essaimage ou le changement d'échelle de ces communautés et faire en sorte qu'elles puissent rayonner sur leur bassin de vie. Bon, je vais aller assez vite là-dessus, mais je vous explique pourquoi France Tiers-Lieux a été créé, qui est la troisième brique du dispositif. Donc le Conseil national des tiers-lieux, l'Agence nationale de cohésion des territoires qui porte un appel à manifestation d'intérêt et France Tiers-Lieux. France Tiers-Lieux, l'objectif, ça part d'un constat du rapport et de la mission, qui est que trop souvent, quand on voit des projets émergents d'innovation territoriale, on déclenche des AMI ou des appels à projets, et on pense que parce qu'on fait un appel à projet et qu'on finance des projets, ça va suffire à faire émerger des projets, en fait. Et l'idée de France Tiers-Lieux, c'est de se dire qu'en fait, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'accompagnement et de reconnaissance aussi des pionniers des tiers-lieux, de ce qu'ils ont créé, de ce qu'ils ont produit et de ces savoir-faire, justement. Et l'objectif vraiment de France Tiers-Lieux, c'est vraiment d'accompagner la structuration de ce qu'on a appelé la filière des tiers-lieux ou de ce qu'on peut appeler l'écosystème des tiers-lieux. Donc, en favorisant la diffusion des compétences, la reconnaissance des métiers de facilitateurs de tiers-lieux, de fab managers, de concierges, peu importe quelle forme ils prennent. Donc, en facilitant cette reconnaissance-là et en structurant l'écosystème de façon à que les réseaux de tiers-lieux ou les tiers-lieux un peu moteurs qui font déjà de l'accompagnement puissent le développer. Et l'idée, c'était aussi entre tiers-lieux, favoriser la mutualisation pour s'outiller, en fait. Donc, vraiment, l'idée de France Tiers-Lieux, c'est d'être un outil au service des acteurs. Et donc, de favoriser la mutualisation entre les acteurs. Enfin, à titre d'exemple, et Marie y a participé, pendant le confinement, de nombreux tiers-lieux se sont dit comment on fait en fait pour le déconfinement, comment on anticipe le déconfinement. Et en fait, ensemble, un petit groupe de tiers-lieux et France Tiers-Lieux, on a créé un guide pour le déconfinement des tiers-lieux. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de donner la main aux tiers-lieux pour que, à partir de leur spécificité et de leur savoir-faire, créer des outils qui vont servir à tous les tiers-lieux et à ceux qui veulent faire des tiers-lieux. Donc, par exemple, pour penser l'accompagnement des porteurs de projets de tiers-lieux et de ceux qui ont envie de créer de nouveaux tiers-lieux, on envisage des dispositifs de compagnonnage ou de formation, mais s'appuyant sur les tiers-lieux. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire remonter des acteurs qui ont des compétences et qui ont créé des tiers-lieux et de leur donner les moyens d'accompagner le développement de ce mouvement-là. Ok. Je ne vais pas... Merci beaucoup. Comme vous l'avez souligné, effectivement, de multiples initiatives ont été entreprises par des tiers-lieux en France durant la crise sanitaire que nous avons vécue. Selon vous, est-ce que les tiers-lieux peuvent être des partenaires actifs au cœur de la relance économique dans les prochaines semaines? Oui. Juste avant, promis, je ne vais pas être trop long, je peux juste rajouter un élément sur... parce que je pense que ça va être intéressant de les avoir en tête sur cinq éléments qui... En fait, on a beaucoup travaillé sur ce que c'est qu'un tiers-lieu. Au départ, on avait donné trois critères, mais aujourd'hui, on en arrive à peu près à 5 éléments qui font tiers-lieu. Je pense que ça va faire écho à la présentation de Marie et de Stéphane. Mais les 5 éléments qui font tiers-lieu pour nous, c'est 1, l'entrepreneuriat ancré dans le territoire. Donc, des lieux où se créent des activités à impact économique, sociaux et environnementaux positifs. 2, l'expérimentation et la création. Donc, c'est des lieux vraiment où on vient pour faire, des lieux évolutifs aussi et adaptables, permettant
l'émergence de projets un peu hors cadre. 3, l'hybridation d'activités. Donc ça, Stéphane en a beaucoup parlé. Donc l'hybridation d'activités, mais donc aussi l'hybridation de revenus et la superposition d'activités et de revenus qui font ces modèles spécifiques au tiers-lieu, ces modèles économiques aussi spécifiques. La vie, la convivialité et la mixité. Et ça, je pense que c'est assez essentiel et c'est très présent à la Cité Fertile. Et le dernier point qui, peut-être pour moi, est le plus important, la libre contribution et l'évolutivité. C'est-à-dire que dans les tiers-lieux, on sort aussi d'une posture de consommateur pour passer à une posture de contributeur. Et pour parler à ceux qui sont acteurs publics aussi, on sort potentiellement d'une posture d'usager de services publics à une posture de contributeur de services publics, ou en tout cas de contributeur à de nouvelles réponses aux besoins sociaux du territoire. Et ça, c'est assez essentiel en fait dans les tiers-lieux. C'est ce sur quoi on veut insister, c'est que les tiers-lieux ne sont pas des équipements en fait publics ou ne peuvent pas être pensés dans une logique d'aménagement, mais c'est vraiment plutôt un processus où la contribution citoyenne permet de répondre à des besoins territoriaux. Bon, je ne m'étale pas là-dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures. Et pour revenir pour terminer, juste sur le rôle des tiers-lieux pendant la crise, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le voir, mais en fait, nous, on a fait un sondage pendant la crise sur justement l'impact des tiers-lieux, l'impact de la crise sur les tiers-lieux. En fait, les tiers-lieux sont très fragilisés pendant la crise parce que potentiellement obligés de fermer, plus de revenus. 80% des tiers-lieux estiment qu'ils sont en danger à cause de la crise sanitaire. Et pourtant, 9 tiers-lieux sur 10 s'est mobilisé dans des actions de solidarité pendant la crise. Que ce soit de la continuité pédagogique, dans le maintien du lien social avec, par exemple, des lignes téléphoniques solidaires ou de l'apport de repas à domicile. Par exemple, un lieu un peu connu, les Grands Voisins, qui ont fait de la livraison de repas pour... oui, la Cité Fertile aussi. Ça me permet d'intervenir pour répondre un petit peu à la question de Charlie sur l'apport économique des tiers-lieux dans les territoires. Il y a 2 choses. Il y a le côté effectivement utilisateur et le processus qui fait qu'en fait, les habitants au niveau individuel ou peut-être micro-groupes qui vont être des associations de micro-entreprises vont pouvoir s'investir dans la vie économique du territoire à travers les tiers-lieux. Et puis, il y a aussi un côté une échelle un peu plus petite, plus grande, je me mélange toujours, qu'on observe, nous, à la Cité Fertile, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises viennent à cause de notre engagement pour l'écologie, viennent se réunir ici pour opérer leur propre transformation, leur propre mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des lieux, plutôt que d'aller se rencontrer dans une salle classique de conférence, de séminaire, etc., ils choisissent de venir à la Cité Fertile. C'est ce qu'on a constaté depuis un an avec beaucoup de surprises au départ, mais aujourd'hui, c'est vraiment très fort. Les acteurs classiques viennent se transformer ici. Très bien, merci beaucoup. Peut-être quelques questions à Raphaël par rapport justement à l'évaluation de l'impact de ces tiers-lieux. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont en cours de construction? Sur quoi on se base pour définir leur impact? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu par rapport à cette mesure d'impact de ces tiers-lieux au niveau national, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Oui, effectivement, enfin, je peux dire 2 mots là-dessus. Juste en introduction par rapport à ce qui a été présenté au niveau important. Vous m'entendez ou Oui, ça va. Je suis à la campagne. En fait. On a eu quelques bugs, mais ça va. Un point important, en fait, il y a toute une catégorie, toute une typologie de tiers-lieux qui a été développée, des tiers-lieux économiques, tiers-lieux sociaux, des tiers-lieux culturels, des Fab Labs, des espaces de coworking. Et il me semble qu'il y a quand même une catégorie de tiers-lieux comme, à mon avis, la Cité Fertile, ça pourrait être des tiers-lieux, si vous voulez, transitionnels, c'est-à-dire des tiers-lieux qui ont dans leur ADN, en fait, vraiment cet objectif d'agir et d'être proactif vis-à-vis des transitions, qu'elles soient écologiques, socio-économiques, en tout cas, avoir cette volonté d'agir sur cette transition. Et là, en fait, quand on regarde vraiment de manière précise l'ensemble des tiers-lieux en France, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est assez rare, que très souvent, en fait, les tiers-lieux vont réagir vis-à-vis de transition, mais ne vont pas nécessairement, en tout cas, être proactifs et surtout donner les capacités techniques, intellectuelles à tout à chacun de pouvoir agir sur cette transition. Donc, je pense que c'est important de noter ce point-là, c'est que, à mon avis, la Cité Fertile fait partie de cette catégorie de tiers-lieux transitionnels. Et à mon avis, c'est bien ces tiers-lieux transitionnels qui peuvent avoir un véritable impact
notamment sur le développement territorial, sur le développement social, sur la manière de gérer des situations de crise économique ou sanitaire. Alors, pour en revenir à cette question de l'impact, effectivement, c'est une question qui m'intéresse tout particulièrement. Alors, il y a eu quelques études qui ont essayé de travailler sur cet impact, qui commencent à bosser sur la question de l'impact des tiers-lieux. Le problème, c'est qu'on reste très souvent sur l'analyse, on va dire, d'impact direct, d'impact marchand. Et en fait, on fait l'hypothèse avec plusieurs chercheurs que, au fond, l'impact des tiers-lieux réside moins dans leurs effets marchands et leurs effets directs que dans leurs effets indirects et non marchands. Et c'est ça, en fait, qu'il s'agit aujourd'hui d'essayer d'observer et d'objectiver. On a beaucoup de difficultés à comprendre ces impacts, ces effets indirects et non marchands. Alors, je pense à l'encapacitation citoyenne, je pense à tout ce que peuvent apporter les tiers-lieux au niveau des questions d'apprentissage, au niveau de la transmission, au niveau écologique, et notamment comme peut-être la possibilité de créer des espaces producteurs de biodiversité, comme c'est un peu l'idée avec la cité fertile, et puis tout ce qu'ils peuvent apporter aussi en termes d'accompagnement à la transformation de l'action publique, c'est-à-dire que les tiers-lieux deviennent un peu des espaces d'expérimentation, d'observation de cette transformation et intéressent effectivement l'évolution de nos politiques publiques. Alors ça, c'est des effets dont on parle. Il y a les tiers-lieux très souvent nous expliquent qu'ils peuvent développer tous ces types d'effets, mais on a beaucoup de difficultés à objectiver, si vous voulez, ces effets. Et là, il y a, à mon avis, besoin de faire évoluer les protocoles d'évaluation, c'est-à-dire expertes, mais aussi de travailler à des formes d'auto-évaluation, d'évaluation citoyenne qui peuvent, à un moment donné, permettre d'objectiver l'ensemble des effets générés par les tiers-lieux. Justement, ces auto-évaluations par les pratiquants, par les visiteurs, elles pourraient prendre quelle forme selon vous? Elles peuvent prendre de multiples formes. Ça peut être si vous voulez, des dispositifs d'auto-évaluation des parties prenantes, des porteurs de projets, comme Signioko et Plateau Urbain et bien d'autres. Donc, avec cette possibilité d'avoir à un moment donné une grille d'analyse qui permette, en fonction du territoire, du type de tiers-lieu, de pouvoir s'auto-évaluer. Donc là, on a plein de choses à développer de ce point de vue-là. Et beaucoup plus difficile, mais à mon avis essentiel, c'est l'évaluation par les usagers de ces tiers-lieux. C'est-à-dire que si on veut travailler en fait à objectiver tous ces effets externes, il faut à un moment donné décentraliser les protocoles d'observation de ces effets-là. Et c'est pour ça que les usagers, les citoyens ou autres de ces tiers-lieux deviennent essentiels dans ces protocoles d'évaluation. Et là, n'importe qui peut être à un moment donné chargé d'observer, je ne sais pas, le développement des végétaux, par exemple, sur la cité fertile. Être en charge pendant 1 an d'apporter cette analyse, cette observation pour avoir, in fine, un outil qui permette d'objectiver effectivement les effets de la cité fertile sur la production, par exemple, de biodiversité. Donc, c'est complexe, mais à mon avis, c'est essentiel. On touche là, en fait, au cœur du sujet, à mon avis, c'est comment est-ce que ces espaces, à un moment donné, créent des effets externes, nous parlent de ces externalités, contribuent à produire la biodiversité, à favoriser le bien-être, favoriser la vie sociale, la citoyenneté. Et c'est des éléments qui sont, à mon avis, essentiels aujourd'hui à objectiver et à évaluer dans le cadre de nos sociétés transitionnelles. Ça dépasse largement le cadre des tiers-lieux. Tout à fait. Dernière question peut-être avant de passer aux questions des participants à cette conférence. Justement, vous nous parliez de bien-être, de citoyenneté. C'est peut-être des mots qu'on a un peu oubliés, dont on a oublié le sens depuis 20 à 30 ans. Est-ce que la crise, selon vous, va nous permettre de remettre ça au goût du jour? Est-ce que ça doit rentrer dans des indicateurs d'impact de ces nouveaux tiers-lieux? Vous pensez quoi un petit peu de cela? Je pense qu'on n'a pas oublié ces questions de bien-être, de lien social, c'est pas tant ça, mais on a oublié à un moment donné d'estimer la valeur, en fait, du bien-être, la valeur du lien social, la valeur du cadre de vie. On a mis ça de côté, en fait, hein, et les analyses économiques, depuis maintenant une bonne trentaine d'années, ont complètement balayé d'un revers de main, justement, ces questions d'externalité, qui sont en fait fondamentales. Quand on veut donc, si vous voulez, il y a un enjeu, à mon avis, majeur aujourd'hui, à poser cette question. Comment est-ce qu'on estime collectivement la valeur
du bien-être, la valeur du lien social, la valeur de la citoyenneté, la valeur de l'apprentissage, ces valeurs-là qui sont a priori toujours, enfin rarement en tout cas, estimées du point de vue de la valeur que ça peut générer. Alors pour estimer cette valeur, on peut penser à des estimations collectives, territorialisées, parce que évidemment la valeur du bien-être, du lien social n'est pas la même en fonction des différents types de territoires. Il peut évoluer en fonction des contextes sociaux ou territoriaux. Donc, on peut travailler à cette estimation de la valeur, on peut travailler sur des questions de redistribution, sur des questions de réciprocité, mais aussi sur la question marchande. Comment est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on est en capacité, en fond, de fixer un prix, alors évidemment c'est extrêmement complexe, mais de fixer un prix au bien-être, au lien social, à la régénération des écosystèmes biodiversitaires. Il y a, à mon avis, des réflexions fondamentales à développer de ce point de vue-là. Je termine juste sur un exemple et après j'arrête avec ça. Il y a un cas qui m'intéresse sur cette question de justement de la monétarisation de ces valeurs du bien-être, de la production de biodiversité. Il y a tout un travail qui est fait autour des paiements des services écosystémiques. Aujourd'hui, c'est un travail un peu théorique, mais qui est fait dans tout le champ, on va dire, qui va concerner plutôt l'environnement, la biodiversité, avec cette idée, par exemple, de pouvoir à un moment donné rémunérer des agriculteurs qui auraient cette capacité à pouvoir préserver les environnements, voire à régénérer des écosystèmes. Et c'est notamment la Commission européenne qui bosse sur ces questions-là. Il y a peut-être une forme de réflexion à avoir sur peut-être le paiement pour externalités positives produites par les tiers-lieux et un système comme ça qui pourrait peut-être être imaginé. Mais de ce point de vue, tout est à faire. Très bien, merci Raphaël. Marie a levé la main. Oui, merci. Pour intervenir. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que suggère Raphaël et ce qu'il propose. Juste pour parler de cette monétisation de la valeur, nous, en tant que structure de l'économie environnementale, sociale et solidaire, on est accompagné, on fait partie d'un groupement où il y a déjà des outils qui commencent à se créer. Et l'innovation économique dont tu parles et dont on peut parler aujourd'hui, c'est par rapport à cette économie classique qui est une économie de marché et qui est fondée sur la valeur capitalistique d'une entreprise, la financiarisation. Comment ajouter d'autres critères et comment les pondérer et comment effectivement estimer la valeur d'une entreprise ou d'un projet en y intégrant d'autres critères. Alors là-dessus, nous, on a commencé un peu un travail parce qu'on est accompagné structurellement par la nature de notre entreprise, par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc par les CRES, par l'AVIS également, qui propose des outils de la mesure d'impact. Et puis, on a, avec Signioko, quelque chose d'assez singulier par rapport aux autres tiers-lieux. C'est que d'une part, on est une structure qui crée des tiers-lieux culturels et on en a plusieurs à notre actif. La Cité Fertile est en fait le dernier né des tiers-lieux qu'on a pu monter, puisqu'on a la recyclerie, le pavillon des canaux et aujourd'hui la Cité Fertile. Et moi, je suis arrivée pour m'occuper de ça. C'est-à-dire qu'en fait, Signioko a créé il y a 8 mois un poste de direction de la stratégie impact social et environnemental pour justement arriver à quantifier ça, fort du panel qu'on peut avoir, fort de l'expérience aussi qu'on peut avoir. Donc, on est quelque part un acteur un peu pionnier encore sur ces sujets-là, très, très demandeur d'échanges sur ces sujets-là, qui va devoir effectivement construire ça avec les autres également. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour les réponses aux différentes questions. Je vous propose maintenant de passer à des questions des participants. Question spécifique pour la Cité Fertile, à vous Marie. La gratuité, l'accessibilité semble être un projet, un point structurant de votre activité, mais comment faites-vous pour avoir un business model rentable et donc, quelles sont vos sources de revenus, à part la consommation sur place ou la location d'espace? C'est ça. En fait, j'ai vu un commentaire aussi sur ce sujet-là. Nous, comme nous sommes un acteur privé, en effet, notre modèle économique est basé sur de la vente, donc de la consommation de produits qui sont la restauration, enfin le bar et la location d'espace, qui permet du coup de nous financer dans une logique économie environnementale, sociale et solidaire, c'est-à-dire à des niveaux de rentabilité qui sont faibles. Si on compare au niveau de la CHR, qui est plutôt entre des 11 à 12% de rentabilité sur des activités bar-restaurant, nous on va être à 4 puisque les 7 de différentiel sont réinvestis dans le développement d'une programmation culturelle gratuite, accessible au public. Et donc, en fait, notre modèle économique est celui qu'on transmet notamment à travers le campus des tiers-lieux, c'est bien celui-ci, d'acteurs indépendants privés. On est tout à fait candidat à des subventions
qui ne concernent pas forcément le fonctionnement, mais qui vont être des subventions de projet ou des subventions d'initiative. Mais ça n'est pas structurel dans notre modèle économique. Voilà. Et donc, du coup, voilà comment on fonctionne. Très bien. Petite question également par rapport au statut juridique. Donc, il a été dit qu'on était sur un statut SAS. On parlait aussi de l'investissement, potentiellement de subventions pour soutenir des projets dans le cadre de ces tiers-lieux. Pourquoi avoir opté pour une SAS plutôt que pour une SCIC qui permet l'entrée au capital de collectivités comme la métropole depuis la dernière loi NOTRe et son évolution? Alors, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, Signeoco est une entreprise SARL qui contribue à créer différents tiers-lieux. Et je pense que la SAS était le système le plus simple. Nous, sur tous les aspects de gouvernance, c'est le point sur lequel on a des progrès à faire. C'est-à-dire, autant dans les critères de l'économie environnementale, sociale et solidaire, on est assez bon sur tous les critères d'environnement, d'accessibilité, etc. Et la gouvernance, on va dire que c'est le point aujourd'hui que l'on met à l'ordre du jour pour travailler sur plus d'ouverture des parties prenantes et des salariés. Mais on y travaille, justement. D'accord, merci. Avec un comité d'éthique, etc. Merci beaucoup. Autre question, quelle est la vision des élus locaux à l'égard d'un tiers-lieu? Est-ce que les élus locaux sont ouverts à la réhabilitation de friches, puisque vous travaillez tous les trois sur des projets bien spécifiques ou sur d'autres projets de tiers-lieux au niveau national? Quelle est la position aujourd'hui des élus locaux par rapport aux tiers-lieux et à l'existence de tiers-lieux? Est-ce qu'ils sont moteurs? Quelles sont leurs questions? Et est-ce qu'ils promeuvent un petit peu toutes ces initiatives, selon vous? Je peux faire une réponse courte avant de donner la parole. À travers le campus des tiers-lieux, on a effectivement des demandes entrantes de personnes qui veulent se former pour apprendre à monter un tiers-lieu et qui viennent, qui sont des agents de villes, de collectivités, qui sont de plus en plus curieux, effectivement, de ces modèles-là. Après, on est aussi sollicité pour des missions de conseil avec un département de conseil et développement en aide de maîtrise des usages, et on peut être sollicité par des collectivités. Merci. Oui. Je veux bien compléter rapidement. C'est aussi pour ça que France Tiers-Lieu a été créé. Enfin, ce qu'on voyait dans le rapport, c'est qu'on était à un moment un peu charnière au sens où il y avait un peu un effet de mode autour des tiers-lieux. Je le dis ça aussi, on l'a en tête, mais il y a un vrai engouement autour de ce sujet des tiers-lieux. Le terme est défini, mais à la fois, il n'est pas toujours très bien défini. Enfin, c'est un terme qui est flou et vaste. C'est aussi ce qui fait son intérêt. Il y a beaucoup d'élus qui avant avaient peur des tiers-lieux et ne voulaient pas du tout en créer. Et après, il y a un peu l'effet inverse depuis quelques années, j'ai l'impression, qui est le tiers-lieu va résoudre toutes les problématiques de mon territoire, donc je vais faire un tiers-lieu. Et c'est aussi pour ça que moi, j'insistais sur le côté, le tiers-lieu, ce n'est pas un équipement. Le tiers-lieu, c'est quand même une dynamique qui a vocation à être portée par un collectif de citoyens. Et à chaque fois qu'on a vu un tiers-lieu porté uniquement par la collectivité, sans prendre le soin d'y associer un collectif d'habitants ou de bien ouvrir à la participation citoyenne, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, nous, on a tendance à tirer un peu la sonnette d'alarme là-dessus. Sur les tiers-lieux, ce n'est pas la pépinière d'entreprise de 2020. C'est une dynamique différente, un peu de libre expérimentation citoyenne. D'où l'intérêt que les tiers-lieux soient en SIC pour associer les élus, plutôt que de créer des tiers-lieux à volonté, je dirais. Très bien, merci Rémi. Raphaël, merci. Oui. Peut-être un petit commentaire? Oui, sur la question des élus. Oui. Je pense, et la difficulté pour les élus, c'est de comprendre qu'en fait, un tiers-lieu, c'est pas un équipement. C'est-à-dire, c'est pas comme une salle des fêtes, une piscine municipale, une pépinière. Voilà. Donc, aujourd'hui, le risque, et notamment avec toute cette promotion, et notamment avec France Tiers-Lieu, c'est que les élus se disent, voilà, finalement, il faut cocher les différents équipements, et les tiers-lieux, voilà, c'est comme une piscine municipale, il faut avoir ça au niveau de sa commune, et donc on va créer un tiers-lieu. En fait, ça questionne fondamentalement les tiers-lieux, le rôle et la position des élus. C'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire que ça ne peut pas procéder en fait d'une décision politique descendante pour décider comme ça de créer un tiers-lieu, de faire venir les différentes communautés dans un espace.
Il faut vraiment s'appuyer sur une organisation sociale, sur déjà une communauté existante, sur justement une capacité d'animation de ces ressources. Donc, si vous voulez, c'est quelque part la communauté, l'animation de ces ressources est plus importante que l'espace, que le lieu en tant que tel. Et donc, ça questionne fortement justement la place et le rôle des élus qui doivent en fait un peu changer de braquet pour, comme le disait Rémi, moins planifier des tiers-lieux, mais accompagner en fait des dynamiques ascendantes qui sont déjà préexistantes au sein d'un territoire. Oui, Marie? Oui, j'ajouterais que pour donner un exemple très très concret, il y a 6 mois, j'étais invitée à participer à une réunion dans le département du 93 où une association avait pour but de réunir des gens experts du tiers-lieu pour aider des jeunes à monter un tiers-lieu. On était 10 autour de la table à réfléchir au concept du futur tiers-lieu sans les jeunes. Et ça m'a semblé complètement absurde comme expérience, puisque nous, ce sur quoi on insiste et ce pourquoi on a créé la formation du campus des tiers-lieux, c'est pour former des porteurs de projets. Alors après, qu'ils soient des associations privées, collectifs ou des porteurs de projets choisis, recrutés par un acteur public, peu importe. Mais ça porte quand même avant tout sur une équipe, sur quelques personnes qui vont être capables d'animer un lieu et qui vont être capables de donner vie à quelque chose qu'ils ont assez en eux, à une intention. Même s'il peut y avoir un peu un cahier des charges, l'équipe est vraiment prise, parce qu'on est sur des relations humaines, quotidiennes, et sur les notions d'innovation dont on parlait tout à l'heure. Le travail qu'on fait est un travail très, très laborieux, un processus, comme le disait Rémi, où on transforme, entre guillemets, les perceptions par un travail quotidien, ancré et réel, à l'inverse peut-être d'une recherche et développement qui pond un concept, qui le duplique et qui le standardise. Voilà. Donc l'humain et le caractère personnalisé, individualisé est très très important. Merci beaucoup. Au niveau de la cité fertile et des tiers-lieux, justement, il y a des projets qui peuvent être proposés. Qui propose ces projets et comment ils sont validés? Alors aujourd'hui, nous avons avec le campus des tiers-lieux 2 départements entre guillemets qui reçoivent les demandes de projets qui sont donc le conseil et développement, bureau de conseil et développement qui va recevoir des demandes de projets soit d'aménageurs, soit de promoteurs immobiliers, etc. et qui va les étudier avec eux. Donc là, on est sur du long terme, c'est-à-dire de la prospective à 3-4 ans pour un montage de tiers-lieux. Et puis après, il y a le campus des tiers-lieux qui accueille des porteurs de projets qui ont des projets parfois plus concret, plus direct. Nous, en tant que Signioko, on a déjà 3,5, 4 tiers-lieux à notre actif. On répond aussi parfois à des concours que l'on gagne, qui se font, qui ne se font pas. Et pour investir des lieux, là, on travaille sur un lieu à Toulouse. Mais en propre, on n'a pas de projet de développement au-delà de celui-là pour l'instant, si ce n'est quelque chose peut-être en ruralité bientôt. Voilà. Rémi, peut-être un commentaire par rapport justement aux différentes propositions qui peuvent être faites et aux différents publics qui peuvent faire ces propositions. Est-ce qu'il y a des modèles généraux? Est-ce que c'est dépendant de chaque tiers-lieu? Vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Pardon, je lisais une question, j'ai peut-être loupé le début de la question par rapport aux différents modèles. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des projets, est-ce que des citoyens peuvent proposer des projets? Enfin, on parle beaucoup de référendums, d'initiatives citoyennes avec certains mouvements nationaux depuis plusieurs semaines, voire mois. Est-ce que ces tiers-lieux peuvent être l'objet de débats avec des citoyens, avec des consommateurs, avec des entreprises? Je pense qu'on a... on se doit aussi, et les industriels doivent être un petit peu plus à l'écoute des consommateurs plutôt que de leur vendre des produits dont ils n'ont peut-être pas forcément besoin, ou de leur imposer une technologie. C'est ce qu'on voit sur le véhicule électrique aujourd'hui. Si vous voulez faire plus de 500 km, vous vous arrêtez pour recharger la voiture. Donc voilà, c'est un petit peu la question, c'est quels sont les différents projets et qui les proposent. Pour moi, il y a 2 niveaux de réponse, puisque la question est large. Je pense que, premier niveau, les tiers-lieux sont, en tout cas, tels qu'ils étaient pensés ou tels qu'ils sont historiquement pensés, sont une réponse, en fait, sont un moyen de participation citoyenne, mais vraiment active, en fait.
C'est-à-dire que ça fait quand même très longtemps qu'on parle de participation citoyenne, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais sans vraiment y parvenir, sans vraiment réussir à dépasser le stade de la consultation. Et la force des tiers-lieux, c'est vraiment de proposer aux citoyens d'avoir des espaces pour faire, en fait, et pour prendre part activement et contribuer activement, et donc fournir eux-mêmes des réponses. Et ça, c'est totalement nouveau. Et d'ailleurs, moi, pour effrayer les élus sur ce que sont les tiers-lieux, des fois, je cite un sociologue des tiers-lieux qui dit, qui s'appelle Antoine Buret, qui dit « Est-ce que les ronds-points des Gilets jaunes ne sont pas des tiers-lieux ?» Il y a ce côté-là où on a vu aussi des formes d'auto-organisation sur des ronds-points où les Gilets jaunes se sont organisés. Enfin, c'est pas pour faire de la polémique, hein, mais moi, c'est un peu ça aussi ce qu'il y a derrière les tiers-lieux, c'est cette capacité d'auto-organisation de la société civile. Et donc, ça questionne complètement la posture de l'action publique par rapport à la capacité qu'a la société civile à fournir des réponses nouvelles. Et après, pour aller vite aussi, sur l'innovation et l'intérêt pour les entreprises de travailler avec les tiers-lieux, c'est tous les jours reconfirmé. On l'a vu avec les Fab Labs là, pendant la crise, qui ont fabriqué des visières, ou en fait qui ont prototypé des pousse-seringues et des respirateurs. Il y a l'Electrolab en Ile-de-France qui a prototypé un pousse-seringue parce qu'il n'y en avait plus dans les hôpitaux. Et donc, ils ont prototypé via l'innovation citoyenne, via la capacité et l'agilité du tiers-lieu. Et derrière, le prototype est créé en masse. Il est offert à des industriels. Il est open source, en fait. Les industriels peuvent le reproduire. Donc, on voit qu'en fait, ce qu'offrent les tiers-lieux, c'est aussi une capacité d'innovation ouverte, en fait, aujourd'hui. C'est aller chercher le potentiel d'innovation et de créativité des citoyens. Et ça, c'est un potentiel qui commence à être exploré, mais qui est encore, je pense, pas suffisamment exploré. Juste un exemple, sur les Fab Labs, il y a le Centre national d'études spatiales qui a travaillé avec le réseau français des Fab Labs sur la fédération Open Source Makers pour expérimenter des satellites open source qui seraient créés dans les Fab Labs. Et ça, je trouve que c'est la bonne manière d'aborder les tiers-lieux. C'est-à-dire comment, en fait, des grands comptes ou des entreprises ou des institutions publiques vont aller travailler avec ces espaces un peu d'innovation et de créativité. Donc, comment on fait avec les tiers-lieux et on mobilise un peu cette capacité d'innovation de la société civile. Après, moi, je pense qu'il y a une manière pour la fonction publique de vivre en bonne intelligence avec les initiatives qui se créent sur le territoire, de les favoriser aussi à travers la mise à disposition des lieux, tout simplement, et puis éventuellement de les créer à d'autres. Mais ça demande encore une autre stratégie. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant dans l'action culturelle, dans le paysage culturel, c'est la multitude des acteurs, les acteurs effectivement institutionnels et les acteurs à la marge qui peuvent être donc des tiers-lieux ou d'autres. Et c'est cette complémentarité qui peut faire une richesse à un moment donné sur le territoire. Très bien, peut-être une dernière question. Donc, nous avons perdu Raphaël, apparemment, perte de connexion Internet. Dernière question à vous deux. Il fallait qu'il se connecte dans un tiers-lieu. Pardon ? Il fallait qu'il aille travailler dans un tiers-lieu. C'est ça, tout à fait. La duplication de ces tiers-lieux, demain, on voudrait dupliquer la cité fertile, je ne sais pas, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux. Est-ce que c'est simple ? On a eu quelques éléments de réponse dans le film. Quel est votre avis par rapport à ça, à cette duplication, cette transférabilité ? Alors, la cité fertile, c'est déjà une duplication de la recyclerie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, la recyclerie, c'est un lieu qui a été créé il y a 5 ans sur la petite ceinture de Clignancourt à Paris. Et le projet de la cité fertile, lié à l'environnement, ce militantisme écologique, c'est déjà une duplication de la cité fertile. Sauf que on n'est plus tout à fait sur 600 mètres carrés, mais sur 1 hectare, et que du coup, ça crée des potentiels absolument différents, notamment d'intégration beaucoup plus forte de la sphère privée, des entreprises, etc. Donc, ce que j'ai envie de répondre, c'est un peu une réponse de Normand, c'est que oui, ça se duplique, mais chaque duplication aura son ADN et sa manière d'exister sur son territoire. Donc, on peut s'approprier un concept, mais justement, c'est tout ce travail d'appropriation qui est crucial. Et c'est pour ça que dans notre formation du campus des tiers-lieux, l'incubation, ça a vraiment cette vocation à aider le porteur de projet qui a un concept, à l'adapter, à le faire grandir et le faire naître avec ses parties prenantes locales et sur le territoire. Et à titre tout simplement d'organisation, cette incubation est sur 6 mois, mais il n'y a que 2 jours par semaine, le lundi et le mardi, qui se passent à Paris, donc dans nos lieux.
pour que tout le reste du temps, le porteur ou les porteurs de projet soient en prise directe avec les acteurs locaux pour le montage de leur lieu. Très bien. Rémi, petit commentaire par rapport à ça? Oui, bah, très vite parce on a fini alors. Ça va être la Je vais fin, juste dire tout à fait. que la transférabilité et l'essaimage a toujours été dans l'ADN des tiers-lieux. En fait, les tiers-lieux ont toujours fonctionné en réseau. Et je citerai, il y a l'exemple de la coopérative tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine qui joue un rôle essentiel depuis 10 ans. Donc, il y a 350 tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. Ils ont été soutenus par la région. C'est eux qui ont porté le développement des tiers-lieux dans toute la région. Et juste un deuxième exemple, en fait, un des réseaux historiques des tiers-lieux, c'est le réseau des tiers-lieux libres et open source. En fait, pourquoi il s'appelle réseau des tiers-lieux libres et open source? C'est parce que l'ensemble des tiers-lieux qu'ils ont produits, ils les ont documentés et ils ont voulu le penser un peu comme des logiciels libres, dans une logique de je crée un tiers-lieu, c'est une expérimentation, je documente mon expérimentation pour que d'autres s'en inspirent et en fasse ce qu'on appelle en logiciel libre un fork et puisse se réapproprier ce que moi j'ai expérimenté. Donc en fait, cette logique de diffusion, elle a toujours été présente dans les tiers-lieux et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de venir en soutien de cette logique d'essaimage. Et c'est ce qu'on n'arrive pas toujours très bien à faire. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette table ronde. J'espère qu'elle aura permis à tous les participants de répondre à leurs questions grâce aux échanges et également aux réponses que vous avez apportées quant à mes questions. Du coup, merci également à toute l'équipe du Place Marketing Forum. Encore félicitations au projet lauréat, vainqueur de la Cité Fertile. Et longue vie donc aux tiers-lieux et futurs tiers-lieux, puisque je pense qu'il y avait pas mal de participants qui sont intéressés pour discuter avec vous suite à cette table ronde. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci Charlie. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.